Imaginez un instant. Vous vous trouvez au cœur de la jungle où l'air est chargé d'humidité et imprégné du parfum des orchidées en fleurs. La lumière du soleil peine à percer la dense canopée verte, créant une mosaïque d'ombres et de lumière sur les anciennes marches en pierre. Quelque part au loin, on entend le cri d'un toucan et les feuilles mortes bruissent sous les pieds, abritant depuis des siècles les secrets de l'une des civilisations les plus mystérieuses de l'humanité. Et soudain, le silence total. Seul votre souffle et les battements de votre cœur sont à peine audibles dans ce lieu où le temps semble s'être arrêté il y a 1000 ans. Bonjour chers auditeurs. Ce soir, nous partons pour un voyage étonnant à travers la nuit des temps vers un endroit où, dans les jungles verdoyantes d'Amérique centrale, sont encore conservés les secrets d'un peuple qui pouvait parler aux étoiles et prédire l'avenir avec une précision qui étonne même les scientifiques d'aujourd'hui. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires la ville d'où vous venez et l'heure qu'il est. Je suis toujours curieux de savoir où se trouve notre grande famille aujourd'hui. Le 21 décembre de l'an 2012, cette date est gravée dans la mémoire de millions de personnes à travers le monde, comme le jour où, selon d'anciennes prophéties, le monde était censé prendre fin. L'Internet regorgeait de prédictions apocalyptiques. Les films hollywoodiens peignaient des images de destruction universelle et, quelque part dans les profondeurs de la conscience humaine, se réveillait la peur ancestrale de la fin inévitable de toute chose. Mais savez-vous ce qui se cachait vraiment derrière ces prophéties? Quelles personnes ont créé le calendrier qui a provoqué la panique mondiale? Et que s'est-il réellement passé dans les jungles du Mexique, du Belize et du Guatemala il y a plus de 1000 ans? Maya. Le mot lui-même ressemble au murmure du vent dans les couronnes du Ceiba, un arbre sacré qui, selon leurs croyances, reliait les trois mondes. Le monde souterrain de Xibalba, la réalité terrestre et les salles célestes des dieux. Imaginez une civilisation qui émerge à une époque où les premiers royaumes barbares se forment encore en Europe et où l'Empire romain est sur le déclin. Alors que les tribus européennes maîtrisaient à peine les bases de l'agriculture, les Mayas construisaient déjà de majestueuses pyramides, dont la hauteur atteignait 70 mètres, créaient les calendriers astronomiques les plus précis et mettaient au point la seule écriture hiéroglyphique développée dans les Amériques. Si vous fermez les yeux et essayez d'imaginer le monde des Mayas classiques, vous obtiendrez une image étonnante. La ville de Tikal à l'aube. La brume s'élève lentement du sol humide, enveloppant les bases des grandes pyramides. Du haut du temple du Grand Jaguar, on aperçoit l'immensité de la jungle, où les bâtiments de pierre blanche d'autres sanctuaires se détachent dans la verdure. Le long des larges routes Sac-Bay, recouvertes d'un enduit blanc qui brille d'un éclat éblouissant sous le soleil matinal, les marchands se pressent avec des ballots de tissus précieux, des sacs de fèves de cacao odorantes et des bijoux en jadéite étincelants.
les odeurs de copal, la résine sacrée brûlée dans les temples, de tortillas de maïs fraîchement cuites et de fleurs exotiques ornant les palais de la noblesse se mélangent dans l'air. Mais qu'est-il advenu de cette grande civilisation? Pourquoi les villes qui grouillaient de vie et étaient habitées par des millions de personnes se sont-elles un jour vidées et leurs habitants ont-ils disparu dans la jungle, ne laissant derrière eux que des ruines majestueuses et de mystérieuses écritures de pierre? L'histoire des Mayas n'est pas seulement l'histoire d'une disparition, mais d'une transformation remarquable qui s'est étendue sur des siècles et qui recèle encore bien des mystères. Lorsque les conquistadors espagnols ont posé le pied dans le Yucatan au XVIe siècle, ils ont été stupéfaits par ce qu'ils ont vu. Les cités mayas étaient d'une grandeur époustouflante, mais nombre d'entre elles étaient déjà abandonnées. La jungle avait partiellement englouti les palais et les temples de pierre, et des lianes s'enroulaient autour des statues des anciens dieux. C'était comme si la nature elle-même essayait de cacher les traces d'une grande civilisation qui avait atteint des sommets incroyables en mathématiques, en astronomie et en art, mais qui s'était soudainement évanouie dans l'oubli de l'histoire. Les Européens ne pouvaient pas croire que ces constructions étonnantes avaient été créées par les mains des populations locales. Les proportions des pyramides semblaient trop parfaites, les calculs astronomiques trop précis, les textes hiéroglyphiques trop complexes. Pendant longtemps, on a cru que les Mayas n'étaient que des tribus barbares qui avaient accidentellement trouvé et habité les villes construites par une civilisation plus ancienne et plus avancée. Il a fallu des siècles de recherche scientifique pour que le monde reconnaisse enfin que toutes ces merveilles avaient bien été créées par les Mayas, un peuple capable d'atteindre des sommets étonnants, tout en restant essentiellement un peuple de l'âge de pierre qui ne connaissait ni les outils en métal, ni la roue, ni les animaux de trait. L'histoire des Mayas s'étend sur environ 2 millénaires, mais leur civilisation a atteint son apogée durant la période dite classique de 250 à 750 ans après Jésus-Christ. C'est à cette époque que furent construites les plus grandes pyramides de Tikal et de Calakmul, que furent créés les calendriers les plus précis et que furent rédigés les plus longs textes hiéroglyphiques. À son apogée, la population maya a atteint, selon diverses estimations, de 3 à 13 millions de personnes, un chiffre comparable à la population des plus grands États européens de l'époque. Mais entre 750 et 900 ans après Jacques-Psy, il s'est produit ce que les historiens appellent l'effondrement des Mayas classiques. Il ne s'agit pas d'une catastrophe soudaine, mais plutôt du lent dépérissement d'une grande civilisation. L'une après l'autre,
les grandes villes des régions centrales et méridionales ont commencé à se vider. La construction de structures monumentales a cessé. La population s'est dispersée dans les villages et les petites agglomérations, et les palais opulents des souverains ont été envahis par la jungle. Quelle est la cause de cette mystérieuse disparition? Pendant longtemps, les scientifiques ont émis diverses hypothèses. Certains ont parlé de l'épuisement des sols dû à la culture sur brûlis, d'autres d'épidémies ou de tremblements de terre. D'autres encore évoquaient l'invasion de tribus guerrières venues du nord ou la révolte des paysans contre une noblesse oppressive. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies, grâce aux dernières recherches archéologiques et paléoclimatiques, que l'on a pu se faire une idée plus précise de ce qui s'est passé dans les jungles d'Amérique centrale il y a plus de 1000 ans. Imaginez une sécheresse. Pas la sécheresse estivale et habituelle qui dure quelques semaines ou quelques mois, mais une sécheresse terrible et débilitante qui dure année après année. Pas de pluie pendant une deuxième saison, une troisième, une quatrième. Les réservoirs d'eau que les Mayas ont si soigneusement créés près de leur ville deviennent lentement peu profonds. Les champs de maïs verdoyants se transforment en friches poussiéreuses, les haricots et les courges se dessèchent à la racine. La chaleur est étouffante et la faim sévit dans les villes. Des analyses de dépôts de boue dans le bassin de Cariaco ont montré qu'entre 810 et 910 après Jésus-Christ, 3 sécheresses particulièrement sévères ont frappé le territoire maya. Et les dernières études des stalagmites, des grottes du Yucatan, ont révélé un tableau encore plus terrible. Entre 860 et 11 et 1020 et 1 an, il y a eu 8 sécheresses pérennes, dont la plus longue a duré 13 ans d'affilée. Pour les petits villages, ces catastrophes climatiques étaient une épreuve, mais pas une condamnation à mort. Les familles paysannes pouvaient se tourner vers l'agriculture de subsistance, migrer vers des régions plus favorables ou simplement attendre les temps difficiles en réduisant leur consommation. Mais pour les grandes villes, avec leur forte densité de population, leur hiérarchie sociale complexe et leur dépendance à l'égard d'un approvisionnement alimentaire constant en provenance de la campagne, la sécheresse était une catastrophe d'une ampleur égale à celle des accidents modernes provoqués par l'homme. Les Mayas ont déployé des efforts gigantesques pour recueillir l'eau de pluie. Imaginez les merveilles d'ingénierie qu'ils ont créées sans outils métalliques, d'immenses réservoirs taillés dans la roche, des systèmes complexes de canaux qui recueillaient chaque goutte de la précieuse humidité des toits, des palais et des temples. Dans la ville de Tikal, les archéologues ont découvert des réservoirs capables de contenir jusqu'à 180 000 litres d'eau, des lacs souterrains entiers créés par la main de l'homme. Mais même ces efforts titanesques se sont révélés impuissants
face à des décennies de sécheresse. Mais les cataclysmes climatiques ne sont qu'une des causes du grand effondrement. Comme si un mauvais sort poursuivait la civilisation maya, les malheurs s'abattirent sur elle de tous les côtés à la fois. Alors que les villes luttent contre la faim et la soif, des étrangers arrivent du nord et de l'ouest, des tribus guerrières associées au Mexique central et à la côte du golfe du Mexique. La première vague est venue de la légendaire Teotihuacan, la grande ville que les Mayas appelaient le lieu de naissance des dieux. Cette métropole géante du centre du Mexique, avec sa majestueuse pyramide du Soleil et sa mystérieuse pyramide de la Lune, a dominé la Mésoamérique pendant plusieurs siècles. Mais au 7e siècle, après Jérusalem, Teotihuacan s'écroule brutalement. Elle est détruite et abandonnée dans des circonstances mystérieuses qui échappent encore aux archéologues. Ses habitants se sont dispersés dans toute l'Amérique centrale et nombre d'entre eux ont pénétré sur les terres mayas, apportant avec eux de nouvelles technologies militaires, des cultes religieux et des traditions politiques. Puis, entre 800 et 950 ans, est arrivée la deuxième vague. Les tribus Pipil qui ont apporté avec elles les traits culturels distinctifs du Mexique central, de mystérieux jougs de pierre et des haches cérémonielles, de nouveaux types de poterie et surtout des tactiques militaires complètement différentes. Alors que les Mayas combattaient traditionnellement pour capturer des prisonniers et soumettre symboliquement l'ennemi, les étrangers venus du Mexique étaient plus impitoyables. Ils cherchaient à conquérir et à contrôler totalement des territoires. Et enfin, à la fin du Xe siècle, les terres mayas furent secouées par la plus grande des invasions, celle des Toltecs, dirigée par le légendaire souverain Topiltzin Quetzalcoatl. Ce mystérieux personnage, dont le nom signifie « serpente à plumes », est devenu l'une des figures les plus colorées de l'histoire mésoaméricaine. Selon la légende, il fut chassé de sa capitale Tolan par des prêtres hostiles et partit avec ses disciples vers l'est, jusqu'à la mer, en promettant de revenir un jour. Certains de ses compagnons atteignirent le Yucatan et y fondèrent un nouveau royaume, dont le centre était la ville de Chichen Itza. L'invasion toltèque a marqué le début d'une période complètement nouvelle dans l'histoire des Mayas, la période dite mexicaine, qui a duré du Xe au XIIIe siècle. Chichen Itza est devenu le symbole de cette nouvelle ère, une ville où les traditions des Mayas et des étrangers du centre du Mexique étaient intimement liées. La grande pyramide de Kukulcán, plus connue sous le nom d'El Castillo, avec ses calculs astronomiques précis et ses jeux d'ombre et de lumière aux équinoxes, incarnait cette synthèse culturelle. Mais pourquoi les Mayas, qui ont créé une si grande civilisation, ont-ils été incapables de s'unir face à une menace extérieure? La réponse à cette question réside dans la nature même de leur système politique, une structure de pouvoir remarquablement complexe et en même temps fatalement vulnérable.
qui a fait ressembler leur civilisation à un beau mais fragile vaisseau de verre. Imaginez une carte des terres mayas à leur apogée. Au lieu d'un grand État unique aux frontières claires et au pouvoir centralisé, vous verrez une mosaïque de dizaines de petits royaumes, policis, chacun contrôlant un territoire relativement petit autour d'une ville principale. Ces royaumes se faisaient constamment la guerre, nouaient des alliances qui se brisaient et se recréaient, commerçaient et intriguaient dans un jeu diplomatique complexe dont nous commençons à peine à comprendre les règles grâce au déchiffrage des textes hiéroglyphiques. À la tête de chacun de ces royaumes se trouvait un souverain qui portait le titre sacré de Kuhul Ahav, seigneur sacré. Il ne s'agissait pas seulement d'un dirigeant politique au sens moderne du terme. Kuhul Ahav était considéré comme une incarnation vivante du pouvoir divin, un médiateur entre le monde des hommes et le royaume des dieux. Son sang était considéré comme sacré et sa personne inviolable. Le pouvoir se transmettait par héritage, généralement du père au fils aîné, bien que les femmes puissent parfois occuper le trône s'il n'y a pas d'héritier mâle. Chaque dynastie possédait son propre hiéroglyphe emblématique, une combinaison unique de signes composés d'éléments permanents signifiant le titre Kuhul Ahav et d'un signe principal changeant indiquant l'appartenance à un clan particulier. Il est intéressant de noter que ces hiéroglyphes emblématiques n'étaient pas rigidement liés à un territoire particulier. Ils indiquaient plutôt l'origine générale, souvent légendaire, de la dynastie. Ainsi, les dirigeants de villes situées à des centaines de kilomètres l'une de l'autre pouvaient utiliser les mêmes hiéroglyphes emblématiques, soulignant ainsi leur parenté et leurs racines mythologiques communes. Le système politique maya était strictement hiérarchisé. Mais cette hiérarchie comportait de nombreux niveaux et nuances. À côté des grands Kuhul Ahavas, qui dirigeaient les royaumes les plus puissants, il existait des souverains dépendants de rangs inférieurs, que l'on désignait par le terme Yahav, son seigneur. Il s'agissait de vassaux qui reconnaissaient la suprématie d'un voisin plus puissant, mais qui conservaient une certaine autonomie dans l'administration de leurs terres. La relation entre suzerain et vassal était très similaire au système féodal de l'Europe médiévale, même si, bien sûr, elle avait ses propres particularités dues aux traditions locales et aux croyances religieuses. Le plus puissant des souverains mayas portait le titre spécial de Kalumti, un mot que l'on peut traduire approximativement par empereur ou seigneur suprême. Ce titre était étroitement lié aux idées cosmologiques mayas sur les 4 côtés du monde et le centre de l'univers. Ainsi, le souverain de Teotihuacan portait le titre de Kalumte de l'Ouest, soulignant sa domination sur les terres occidentales. Les Kalumte étaient des hégémons, c'est-à-dire des souverains, qui non seulement contrôlaient directement de vastes territoires, mais avaient également de nombreux vassaux et alliés.
Au cours de la période classique, les terres mayas ont connu plusieurs hégémonies de ce type qui se sont constamment disputées l'influence et le contrôle des routes commerciales. Les principaux rivaux étaient le royaume de Kukul, dont le centre se trouvait à Tikal, et le royaume de Kanul, dont la capitale était Calakmul. Ces deux géants se sont livrés une guerre froide et chaude pendant des siècles, entraînant dans leur conflit des dizaines de petits royaumes et de cités-États. Tikal, avec ses pyramides majestueuses s'élevant au-dessus de la mer verte de la jungle, a longtemps été le leader incontesté du monde maya. Ses dirigeants contrôlaient les principales routes commerciales qui acheminaient vers l'Amérique centrale, l'obsidienne des volcans mexicains, les coquillages des côtes du Pacifique et des Caraïbes et la précieuse jadéite des hauts plateaux guatémaltèques. La ville prospère, sa population augmente et les pyramides deviennent plus hautes et plus majestueuses. Mais au VIe siècle de notre ère, la situation a commencé à changer. Au nord, dans les jungles denses de l'actuel État mexicain de Campeche, le royaume de Kanul, dont la capitale est Calakmul, une ville dont le nom signifie cité des deux pyramides, s'est renforcé. Les souverains de Calakmul ont entamé une campagne systématique pour soumettre les royaumes voisins et former une vaste coalition contre l'hégémonie de Tikal. Cette lutte entre les deux superpuissances du monde maya a duré près de 2 siècles et a largement déterminé la carte politique de l'Amérique centrale. La guerre dans le monde maya avait ses propres particularités. L'objectif des campagnes militaires était rarement la destruction complète de l'ennemi. Il était de beaucoup plus important de capturer le dirigeant ennemi, de soumettre son royaume et de le forcer à payer un tribut. Les actions militaires avaient souvent un caractère rituel et étaient étroitement liées aux idées religieuses sur les cycles cosmiques et la volonté des dieux. Les batailles étaient programmées pour coïncider avec certains événements astronomiques, conjonction de planètes, éclipses, début ou fin de cycle calendaire. La capture d'un souverain ennemi est devenue l'un des événements les plus colorés de la vie du royaume. Le Kuhul Ahab capturé était soumis à des humiliations publiques, forcé de participer à des représentations rituelles, puis, en règle générale, sacrifié aux dieux lors de grandes cérémonies. Ces événements étaient commémorés sur des stèles de pierre et devenaient une source de fierté pour les vainqueurs pour les générations à venir. Le tribut que les vainqueurs prélevaient sur les vaincus comprenait une variété d'articles, des tissus précieux en yupte, des objets en jadéite, de belles plumes d'oiseaux tropicaux et surtout des fèves de cacao. Ces fèves parfumées, à partir desquelles les Mayas préparaient une boisson mousseuse sacrée,
servait non seulement de produit rituel, mais aussi d'unité monétaire universelle. Quelques grains de cacao permettaient d'acheter une tomate mûre, 100 une dinde et 8000 un canoë. Le contrôle des régions où le cacao était cultivé signifiait le contrôle de l'une des plus importantes sources de richesse du monde maya. Mais ce système complexe de relations politiques, qui avait assuré une relative stabilité dans la région pendant des siècles, s'est avéré fatalement vulnérable aux défis extérieurs. Lorsque les sécheresses ont commencé et que des vagues de migrants en provenance des États du Nord détruits se sont déversées sur les terres mayas, le système politique n'a tout simplement pas pu s'adapter aux nouvelles conditions. Les petits royaumes n'ont pas réussi à s'unir contre une menace commune, continuant à se battre les uns contre les autres, même lorsque leur existence était en danger de mort. L'un après l'autre, les grands centres de la civilisation classique ont commencé à décliner. D'abord, les tailleurs de pierre de Palenque, la ville où ont été créés les bas-reliefs et les textes les plus exquis, se sont tus. Puis, les palais de Yaxmul et de Piedras Negras ont été désertés. Enfin, au IXe siècle, s'écroule la capitale du Grand Tikal, une ville qui, pendant plus de 5 siècles, a été le symbole de la puissance et de la prospérité de la civilisation maya. Mais même si les grandes villes se sont vidées et ont été envahies par la jungle, si les routes de pierre ont craqué sous les racines de ceiba, et si les pyramides ont été lentement recouvertes d'une couverture verte de lianes, l'esprit de la civilisation maya n'a pas disparu sans laisser de traces. Il s'est fondu dans la campagne, s'est réfugié dans de petits villages perdus dans les collines et a continué à vivre dans l'esprit et le cœur des gens qui comptaient encore les jours selon d'anciens calendriers et observaient la danse des planètes dans le ciel nocturne. Pour se rendre compte de l'incroyable héritage que nous ont laissé les Mayas, il suffit d'imaginer un instant un monde sans chiffres. Un monde où il faudrait dessiner 347 bâtons ou cailloux différents pour écrire le nombre 347. Un monde où les calculs mathématiques complexes seraient virtuellement impossibles, simplement parce qu'il n'y aurait pas de moyen pratique d'écrire les grands nombres. C'est dans ce monde que vivaient la plupart des civilisations de l'Antiquité, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, et seules quelques nations sur Terre ont réussi à faire une grande percée en inventant un concept qui nous semble aujourd'hui si simple et si évident. Le concept du zéro. Les Mayas ont été parmi les premiers au monde à comprendre que le rien est aussi quelque chose. Leur symbole du zéro, une élégante coquille ou une fleur stylisée, n'était pas seulement un espace vide, mais un nombre à part entière qui pouvait être additionné, soustrait et utilisé dans des calculs complexes. Cette idée ingénieuse
leur a permis de créer un système d'enregistrement positionnel des nombres où la valeur de chaque chiffre dépendait de sa place dans l'enregistrement. Imaginez un prêtre astronome dans un scriptorium tranquille du temple de Copan qui, à la lumière d'une lampe à huile, recouvre une stèle de pierre de hiéroglyphes. Sa main inscrit avec assurance des points et des tirets. Les 1 et les 5 de l'ancien système de numération maya. Un point signifie 1, 2 points signifient 2, un tiret signifie 5, 2 tirets signifient 10. Les nombres de 0 à 19 sont écrits avec des combinaisons de ces symboles simples. Pour les nombres plus importants, on utilise un étonnant système vertical où chaque niveau représente un degré de 20. Le système de numération à 20 chiffres des Mayas n'était pas un accident, mais le reflet de leur profonde compréhension de la nature et du cosmos. 20 était le nombre de doigts et d'orteils sur les mains et les pieds de l'homme. 20 jours constituaient le mois sacré d'Uinal. 28 nals formaient l'année de tonnes. Tout dans l'univers maya était lié à ce nombre sacré qui symbolisait la complétude et la perfection de la création. Mais pour les Mayas, les mathématiques n'étaient pas une fin en soi, mais un outil pour comprendre la plus grande des sciences, l'astronomie. Dans un monde où la lumière électrique n'existait pas et où le ciel nocturne brillait de toute sa splendeur, les étoiles devenaient un livre sur lequel on pouvait lire la volonté des dieux et prédire l'avenir. Imaginez un astronome maya au sommet d'une haute pyramide par une nuit sans lune. La Voie lactée déploie au-dessus de sa tête une rivière argentée que les Mayas appelaient la route blanche, le chemin des âmes vers l'au-delà. Vénus brille à l'est, annonçant l'arrivée imminente du Soleil. Mars se déplace lentement entre les constellations et quelque part dans les profondeurs de l'espace scintillent des étoiles lointaines, chacune ayant son propre nom et sa propre signification dans la mythologie complexe des Mayas. Les observations du ciel étaient effectuées dans la ville de Copan avec une précision remarquable. Cette ville étonnante située dans les montagnes du Honduras est devenue une véritable Alexandrie des anciens Mayas, le centre de la science et de l'érudition, où les calendriers les plus précis ont été créés et les tables astronomiques les plus détaillées ont été élaborées. Les prêtres astronomes de Copan étaient capables de mesurer le cycle de Vénus de 584 jours, avec une erreur de seulement 2 heures, un résultat qui nous étonne encore aujourd'hui. Ils connaissaient la durée exacte du mois lunaire et pouvaient prédire les éclipses solaires avec une précision d'environ 55%, en n'utilisant que les instruments d'observation les plus simples. La majestueuse échelle de hiéroglyphes de Copan, la plus longue inscription maya connue, contenant plus de 2000 signes sur 62 marches, n'était pas seulement un monument historique, mais une sorte d'encyclopédie de pierre où étaient consignées les connaissances astronomiques et calendaires les plus importantes.
Chaque hiéroglyphe sur ces marches a été soigneusement calculé et placé conformément aux idées cosmologiques des Mayas sur la structure de l'univers et le mouvement des corps célestes. Les Mayas connaissaient l'existence de 5 planètes: Mercure, Mars, Jupiter, Saturne et Vénus. Chacune d'entre elles avait sa propre divinité protectrice, sa propre couleur et sa propre signification dans un système complexe de prédiction. Vénus était particulièrement importante. La plus brillante des planètes était associée au dieu de la guerre et était considérée comme un signe avant-coureur d'événements importants. Les guerres étaient souvent déclenchées les jours où Vénus se trouvait dans certaines phases de son cycle. Et le lever ou le coucher de cette planète pouvait signaler le début de cérémonies religieuses. De toutes les réalisations des Mayas, leur système calendaire est peut-être le plus complexe et le plus parfait. Ils ont créé non pas un calendrier, mais tout un système de calendriers interconnectés qui fonctionnait comme une gigantesque horloge cosmique mesurant le temps d'un instant à l'éternité. Le système était basé sur 2 calendriers, le Tzolk'in sacré de 260 jours et le Hab civil de 365 jours. Le Tzolk'in était le cœur de la vie religieuse maya. Imaginez 2 engrenages qui tournent à des vitesses différentes. L'un comporte 13 rouages sur lesquels est inscrit un nombre sacré. L'autre comporte 20 rouages sur lesquels sont inscrits les noms des jours. Ces engrenages tournent et chaque jour reçoit une combinaison unique de chiffres et de noms. Le 1er janvier pourrait être un Imish, le 2e janvier pourrait être 2 Ik, et ainsi de suite. 260 jours plus tard, la combinaison était entièrement répétée, mais pour les Mayas, chaque jour de ce cycle avait sa propre signification, son propre caractère et ses propres présages. Le Hab était un calendrier plus pratique basé sur l'observation du soleil. Il comprenait 18 mois de 20 jours chacun, plus une courte période supplémentaire de 5 jours, considérée comme une période extrêmement défavorable. Ces 5 jours, Vayeb, étaient une période de chaos, où les dieux dormaient et où les forces du mal pouvaient pénétrer dans le monde des hommes. Pendant ces jours, les Mayas s'efforçaient de ne pas entreprendre d'affaires importantes, de ne pas voyager et de ne même pas quitter la maison en cas d'urgence. La combinaison du Tzolk'in et du Hab créait ce que l'on appelle le cercle calendaire. Un cycle de 52 ans au cours duquel les jours et les mois reprenaient leur combinaison d'origine. Pour les Mayas, l'achèvement du cercle calendaire était l'événement le plus important, célébré par des cérémonies grandioses. Les anciens temples étaient détruits ou recouverts de nouvelles couches. Les images des dieux étaient renouvelées et des rituels de purification spéciaux étaient accomplis.
C'était une période de mort et de renaissance, la fin d'une ère et le début d'une autre. Mais même le cercle calendaire était insuffisant pour enregistrer des événements vraiment anciens ou pour faire des prophéties à long terme. Les Mayas ont donc créé un autre système, le compte long, une chronologie absolue qui pouvait s'étendre sur des millénaires. Le compte long était basé sur le Tu'en, une période de 360 jours. 21 constituait un Katun, environ 20 ans. 24 constituait un Baktun, environ 400 ans, et 20 Baktun constituait un Piktun, environ 8000 ans. Les Mayas ont commencé à compter les jours le 13 août de l'an 3114 avant Jésus, jour mythologique où, selon eux, les dieux ont créé le monde actuel après la destruction des époques cosmiques précédentes. Dès lors, les prêtres chroniqueurs ont continué à compter les jours, enregistrant les dates des événements importants dans un système plus précis et plus pratique que la plupart des calendriers utilisés dans d'autres parties du monde. Toutes ces connaissances astronomiques et mathématiques étaient consignées à l'aide d'un système d'écriture étonnant, les seuls hiéroglyphes développés en Amérique précolombienne. Les stèles de pierre mayas étaient couvertes de textes complexes relatant les actes des souverains, les prédictions des prêtres et la volonté des dieux. Mais avec l'arrivée des conquistadors espagnols, cette sagesse ancestrale a été menacée de destruction totale. Les prêtres espagnols considéraient les hiéroglyphes mayas comme l'œuvre du diable. Le moine franciscain Diego de Landa, qui devint plus tard évêque du Yucatan, organisa une véritable croisade contre l'écriture maya. En l'an 1562, une grandiose exécution de livres est organisée dans la ville de Mani. Des milliers de livres manuscrits mayas, des codex écrits sur de l'écorce de ficus et couverts d'illustrations colorées, ont été empilés en un immense tas et brûlés. La fumée de l'incendie s'est élevée vers le ciel pendant des jours, emportant avec elle des informations inestimables sur l'histoire, la science et la religion de l'une des plus grandes civilisations de l'humanité. Seuls 3 codex mayas complets ont survécu. Les codex de Dresde, de Madrid et de Paris, nommés d'après les villes où ils sont conservés. Ces livres fragiles sont les seuls témoins d'une tradition d'écriture qui a évolué pendant plusieurs siècles. Depuis des siècles, les chercheurs tentent de percer le mystère des hiéroglyphes mayas, mais la plupart des tentatives se sont soldées par des échecs. Le système d'enregistrement des nombres a été déchiffré au XIXe siècle et les hiéroglyphes des jours et des mois ont également pu être lus grâce aux travaux du même Diego de Landa, qui paradoxalement a non seulement détruit des livres mayas, mais a également consigné des informations sur le calendrier et certains symboles. Mais l'essentiel des textes reste incompréhensible jusqu'à ce qu'un jeune linguiste soviétique, Yuri Valentinovitch Knorozov, s'attelle à la tâche.
En 1952 ans, sans quitter son bureau de Leningrad, cet homme étonnant a fait une percée qui a révolutionné l'étude des anciennes civilisations américaines. Le secret de la réussite de Knorozov est d'avoir compris que l'écriture maya n'était pas basée sur des idéogrammes, comme on le pensait auparavant, mais sur un système syllabique. Chaque hiéroglyphe ne véhiculait pas un concept entier, mais une seule syllabe, et les mots étaient formés à partir de ces syllabes comme des cubes. Cette découverte a littéralement fait exploser le monde scientifique. Soudain, les stèles de pierre se sont animées, les inscriptions sur les récipients ont parlé, les voix des anciens souverains, silencieux depuis plus de 1000 ans, ont résonné. Nous avons appris les noms des rois et des reines, lu des récits de guerres et de mariages diplomatiques, compris la structure complexe du système politique maya. L'histoire de cette civilisation a cessé d'être une collection de pièces archéologiques disparates pour devenir une chronique vivante des passions, des ambitions et des réalisations humaines. Et c'est grâce au travail de Knorozov et de ses disciples que nous avons pu résoudre l'un des mystères les plus intrigants de notre époque, le mystère de la prophétie de la 2012e année. Après tout, la source de toutes les rumeurs sur la fin du monde n'étaient pas les fantasmes de mystiques modernes, mais des inscriptions en pierre très précises, gravées par les Mayas il y a plus d'1 millier d'années. La principale de ces inscriptions a été découverte sur le site de Tortuguero, dans l'État mexicain de Tabasco. Il s'agit d'une petite tablette de pierre qui a semé la panique dans le monde entier et donné naissance à des milliers de théories sur l'apocalypse à venir. Cette tablette, réalisée il y a environ 1300 ans, mentionne l'achèvement du 13e Baktun, un immense cycle calendaire qui devait s'achever le 20 et 1 décembre de l'année 2012. Pour les Mayas, le nombre 13 était sacré. Il symbolisait l'achèvement et la perfection. Dans leur cosmologie, le ciel se situait à 13 niveaux. Les dieux du monde supérieur étaient au nombre de 13 et l'achèvement du 13e Baktun signifiait la fin d'une grande époque cosmique et le début d'une autre. L'inscription de Tortuguero mentionne la mystérieuse divinité Bolon Yocte, l'une des figures les plus mystérieuses du panthéon maya, associée à la fois à la guerre et à la création, à la destruction et à la renaissance. Certains chercheurs interprètent le symbole à la fin de l'inscription comme une prophétie. Il descendra du ciel. Mais qu'est-ce que cela signifie, la fin du monde, ou inversement, le début d'une ère nouvelle et meilleure? Pour comprendre ce qui se cachait réellement derrière cette prophétie, il faut se plonger dans la pensée des anciens Mayas, pour qui le temps n'était pas une ligne droite menant du passé au futur, mais une spirale infinie de cycles où tout se répète, mais à chaque fois à un niveau nouveau. Imaginez une roue qui tourne, ramenant
les mêmes rayons au même point, mais la roue elle-même avance lentement sur la route. C'est ainsi que les Mayas percevaient le passage du temps, comme un processus cyclique où chaque fin est un commencement et où chaque achèvement est la naissance de quelque chose de nouveau. Pour les Mayas, le 21 décembre de l'année 2012 était en effet une date spéciale, mais pas parce que le monde allait s'écrouler ce jour-là. C'était la date de l'achèvement du grand cycle cosmique, le 13e Baktun, qui a duré près de 5125 ans. Imaginez une horloge cosmique géante dont les aiguilles effectuent une révolution complète tous les quelques millénaires. Le 21 décembre de la 2012e année, ces aiguilles ont dû reprendre leur position initiale et entamer un nouveau compte à rebours. Tout comme une horloge ordinaire indique à minuit non pas la fin du temps, mais le début d'une nouvelle journée. Mais alors, pourquoi cette date a-t-elle suscité un tel émoi? Pourquoi des millions de personnes dans le monde ont-elles réellement cru à l'apocalypse à venir? La réponse réside dans le fait qu'un autre élément est venu s'ajouter au facteur Maya, une mystérieuse histoire concernant la planète Nibiru, censée entrer en collision avec la Terre en l'an 2012. L'histoire de Nibiru a commencé bien avant le battage médiatique autour du calendrier Maya. D'anciens textes sumériens mentionnent un certain corps céleste qui apparaît périodiquement dans le ciel, apportant catastrophes et changements. Le chercheur Zecharia Sitchin, qui a étudié la mythologie sumérienne, a suggéré qu'il s'agissait d'une véritable planète à l'orbite très allongée qui, une fois tous les 3000 ans, pénètre dans la partie intérieure du système solaire, provoquant des tremblements de terre, des tsunamis et envoyant de dangereux astéroïdes et comètes sur la Terre. L'idée de l'existence d'une planète inconnue au-delà de l'orbite de Neptune n'était pas entièrement fantastique. Les astronomes ont discuté de la possibilité d'objets transneptuniens de grande taille et certaines caractéristiques du mouvement des planètes géantes pourraient indiquer l'influence gravitationnelle d'un corps massif aux confins du système solaire. Mais les spéculations scientifiques sur une éventuelle planète X n'ont pas grand-chose à voir avec ce que nous disent les partisans de la théorie de Nibiru. La véritable agitation a commencé lorsque des contacteurs, c'est-à-dire des personnes qui prétendent recevoir des informations de civilisations extraterrestres, ont été impliqués. La plus célèbre d'entre elles est Nancy Lieder, qui prétendait communiquer avec des représentants de la civilisation Zeta de la constellation de 7K grâce à un implant cérébral spécial. Selon elle, les extraterrestres l'ont averti que la planète Nibiru, 4 fois plus grande que la Terre, était sur le point d'entrer en collision avec notre planète. Initialement, la dirigeante avait fixé la date de la catastrophe au mois de mai 2003. Comme elle ne s'est pas produite, elle a reçu de nouvelles informations de ses mentors de l'espace. La collision a été reportée à l'an 2012.
C'est alors que l'histoire de Nibiru s'est mêlée au calendrier maya, créant un mélange explosif de prophéties anciennes et de craintes modernes. L'Internet s'est avéré être un support idéal pour la diffusion de ces théories. Les sites web conspirationnistes et ésotériques ont été envahis par des révélations sensationnelles selon lesquelles les gouvernements cachaient au public la vérité sur l'approche de la planète. Des dizaines de vidéos sont apparues dans lesquelles des flèches rouges pointaient des objets suspects près du Soleil sur des images satellites, affirmant qu'il s'agissait de Nibiru en approche. Toute une industrie de la peur a vu le jour, se nourrissant de l'anxiété humaine face à un avenir inconnu. Mais le monde scientifique a accueilli ces théories avec un scepticisme compréhensible. Le professeur d'astronomie planétaire Michael Brown de l'Institut de technologie de Californie, l'un des plus grands spécialistes des objets transneptuniens, a patiemment expliqué pourquoi l'histoire de Nibiru ne résiste à aucune critique. Premièrement, tout corps ayant une période orbitale de plus de 3000 ans serait extrêmement instable et se serait depuis longtemps envolé de son orbite sous l'influence de perturbations gravitationnelles provenant de planètes géantes et d'étoiles de passage. Deuxièmement, si une planète de la taille de 4 terres s'approchait réellement de nous pour entrer en collision en l'an 2012, elle pourrait être observée à l'œil nu plusieurs années avant la catastrophe. Brown a fait un calcul simple. Une planète de cette taille pouvait être repérée à une distance d'au moins 1000 unités astronomiques. À titre de comparaison, Neptune n'est qu'à 30 unités astronomiques du Soleil. Même en se déplaçant à la vitesse incroyable de 2400 km par seconde, Nibiru mettrait au moins 2 ans pour parcourir cette distance. Cela signifie qu'elle n'a pas pu atteindre la Terre avant l'an 2014. Mais surtout, un objet voyageant à une vitesse de 2400 km par seconde n'aurait pas pu rester à l'intérieur de notre galaxie. Cette vitesse est bien supérieure à la seconde vitesse cosmique de la Voie lactée, et un tel corps se serait tout simplement envolé dans l'espace intergalactique. Néanmoins, les craintes n'ont cessé de croître. L'astronome David Morrison de la NASA a indiqué qu'il avait reçu des centaines de lettres de personnes, en particulier de jeunes, qui croyaient sincèrement à l'imminence d'une catastrophe. Nombre d'entre eux ont avoué qu'ils ne prévoyaient pas d'aller à l'université ou d'avoir des enfants, estimant qu'ils ne vivraient de toute façon pas assez longtemps pour voir l'année 2013. Certains ont même pris des décisions radicales. Et Morrison a eu connaissance de plusieurs suicides de personnes qui ne voulaient pas attendre la fin du monde. Cette ironie tragique n'est pas nouvelle dans l'histoire de l'humanité. En 1997, après que le sociologue Courtney Brown eut affirmé que la comète Hale-Bopp
été suivi par un vaisseau extraterrestre, 39 membres de la secte Gates of Heaven se sont suicidés collectivement dans l'espoir de monter à bord de ce vaisseau mythique. L'histoire de l'humanité est pleine de tragédies similaires, où de fausses prophéties et des peurs infondées ont fait de vraies victimes. Mais pourquoi les gens succombent-ils si facilement à ces théories? Les psychologues pensent que la croyance en la fin du monde peut être un moyen de faire face à la peur de la mort individuelle. Si le monde entier meurt en même temps, la mort cesse d'être une tragédie personnelle et devient partie intégrante d'un grand événement cosmique. Ou, à l'inverse, la réfutation constante de ces craintes nous convainc inconsciemment que la vie est éternelle et que nous pouvons donc nous-mêmes espérer l'immortalité. Pendant ce temps, les véritables descendants des Mayas, dont plus de 7 millions vivent aujourd'hui en Amérique centrale et au-delà, ont observé l'hystérie mondiale autour de leur ancien calendrier, avec étonnement et un certain agacement. Le chef des anciens du Conseil Maya, Apollinario Chilepichtun, fatigué de répondre aux questions des journalistes sur la fin du monde, a patiemment expliqué que les Mayas n'avaient jamais prédit l'apocalypse. Le personnel de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique a également souligné à plusieurs reprises que les Mayas divisaient simplement le temps en cycles et que la fin d'un cycle signifiait toujours le début d'un autre. Il ne s'agissait pas d'eschatologie, mais de cosmologie, non pas d'une doctrine sur la fin du monde, mais d'une vision de sa structure et de son développement. De plus, certains chercheurs pensent que les inscriptions de Tortuguero peuvent faire référence à un événement qui s'est déjà produit dans le passé, plutôt qu'à une prophétie future. En effet, si l'on étudie attentivement d'autres textes mayas, il apparaît clairement que cette civilisation prévoyait une existence bien au-delà de l'an 2012. Certaines inscriptions mentionnent des dates situées à des milliers, voire des millions d'années dans le futur. Les Mayas ne pensaient pas à la fin du monde, mais à l'infinité du temps, pas à l'apocalypse, mais aux cycles éternels de la mort et de la renaissance. Le 21 décembre de l'année 2012 s'est écoulé tranquillement. Le soleil s'est levé comme d'habitude, les oiseaux ont chanté, les enfants sont allés à l'école et les adultes au travail. Aucune catastrophe ne s'est produite, aucune planète n'est entrée en collision avec la Terre, aucun extraterrestre n'est apparu dans le ciel. Le monde continua d'exister comme les scientifiques l'avaient prédit, comme les vrais descendants des Mayas le savaient. Mais qu'est-il advenu de la civilisation maya elle-même? Leur histoire ne s'est pas arrêtée avec l'effondrement des cités classiques au IXe siècle. La dernière cité-État maya indépendante, Nopeten, également connue sous le nom de Tayasal, n'est tombée qu'en 1697 lorsqu'elle a été capturée par les conquistadors espagnols. Cela signifie que la civilisation maya a survécu près de 800 ans de plus qu'on ne le croit généralement,
en s'adaptant à des conditions changeantes et en trouvant de nouvelles formes d'existence. Et aujourd'hui, lorsque nous marchons dans les ruines de Tikal ou de Palenque, lorsque nous touchons de nos mains d'anciens hiéroglyphes ou que nous gravissons les marches des grandes pyramides, nous ne touchons pas à de l'archéologie morte, mais à une culture vivante. Les descendants des bâtisseurs de ces merveilles vivent encore dans les jungles d'Amérique centrale, parlent les langues mayas, cultivent le même maïs que leurs ancêtres il y a 2000 ans et observent les mêmes constellations dans le ciel nocturne. Leurs calendriers comptent encore les jours et les années. Leurs chamans lisent encore les messages des dieux dans le vol des oiseaux et le mouvement des nuages. Pour eux, le temps ne s'est pas arrêté le 21 décembre 2012. Il est simplement entré dans un nouveau cycle, comme il l'a fait des milliers de fois au cours de la longue histoire de ce peuple étonnant. L'histoire des Mayas est riche d'enseignements. Elle montre que même les plus grandes civilisations sont vulnérables au changement climatique et à l'instabilité politique. Elle nous rappelle à quel point l'héritage du passé peut être facilement déformé et mal compris, en particulier lorsque cet héritage est filtré à travers le prisme des peurs et des préjugés modernes. Mais surtout, elle montre que les cultures ne disparaissent pas sans laisser de traces, mais qu'elles se transforment, s'adaptent et continuent à vivre sous de nouvelles formes. Les majestueuses pyramides mayas resteront debout pendant des milliers d'années, nous rappelant ce que l'esprit humain peut accomplir, armé seulement d'observation, de patience et de soif de connaissance. Leurs calendriers compteront le temps bien après que vous et moi ayons quitté ce monde. Et quelque part dans les jungles du Guatemala ou les montagnes du Chiapas, un vieux chaman maya racontera à ses enfants d'anciennes légendes sur la façon dont les dieux ont créé le monde avec de la pâte de maïs, sur la façon dont le soleil et la lune ont joué à la balle avec les seigneurs du monde souterrain, et sur la façon dont le temps se déplace dans un cercle sans commencement ni fin. Et c'est dans cette continuité, dans ce lien entre le passé, le présent et le futur, que réside la véritable sagesse des Mayas, non pas dans les fausses prophéties sur la fin du monde, mais dans la compréhension que la vie continue, qu'après chaque hiver vient le printemps, qu'après chaque coucher de soleil vient une nouvelle aube, et que chaque fin n'est qu'un nouveau commencement. Notre voyage nocturne dans l'ancien monde maya touche à sa fin. Il commence peut-être à faire jour à l'extérieur de la fenêtre, ou, au contraire, la nuit ne fait que commencer. Le temps s'écoule selon ses propres lois, au-delà de nos désirs et de nos craintes. Mais, où que vous soyez en ce moment, rappelez-vous, vous faites partie d'une grande histoire qui a commencé il y a des milliers d'années dans les jungles d'Amérique centrale et qui se poursuit encore aujourd'hui. Bonne nuit, mes chers amis. Puissiez-vous faire de beaux rêves de pyramides majestueuses s'élevant vers les étoiles, de sages astronomes lisant les messages du ciel
et de la danse sans fin du temps qui ne s'arrête jamais. Rendez-vous lors de nos prochains voyages nocturnes.